je suis prêté en D2 grec et je ne savais pas encore prononcer le nom de mon club. Bonjour à tous, on se retrouve pour une émission Up and Down avec un autre joueur. On te laisse 2 ans pour essayer de décrocher un contrat pro. Est-ce que tu penses que tu méritais d'être sélectionné à un certain moment? Il y a plein de joueurs qui ne finiraient jamais en Belgique. Si j'avais 200 millions d'euros, qu'est-ce que j'en ferais? Hugo, comment tu vas? Bien, un peu fatigué. Jet lag? Ouais, on est arrivé hier matin, 7 heures de décalage, vol de nuit. Mais c'est bien, ça fait plaisir d'être revenu à la maison. Pour le petit. Merci. Et pourquoi on est ici? Déjà, on est dans ma ville, à Liège, près de la famille. Et puis c'est un peu ici, j'ai j'ai plusieurs débuts, plusieurs commencements, mais Serein en est un. C'est ici que j'ai eu ma première, c'est même pas ma première expérience professionnelle. Parce que l'année où je signe ici après les espoirs au Standard, c'est l'année où il passe en D1 amateur. Donc c'est un championnat amateur, une équipe qui est structurée de façon professionnelle. Et donc ma première expérience avec des hommes. Et comment ça s'est passé? Assez bien, c'est déjà longtemps. Mais Avec quel âge? c'est la saison où j'ai 19 ans je pense. Ouais, donc j'arrive à mes 18 ans, je quitte à mes 19. Et les débuts étaient bien. Et puis très vite j'ai eu une pubalgie. Donc j'étais prêté par le Standard, j'ai été me soigner 3 mois à l'académie. Et puis je suis revenu au mois de janvier, je fais un bon deuxième tour, mais rien d'extraordinaire. Pas de quoi attirer les convoitises par la suite. Donc on va revenir un peu sur premièrement ton actualité et puis après sur ton parcours. Là tu es en MLS, Ouais. à Chicago. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Globalement très bien, si je dois résumer la première saison. Après sportivement, et ça reste le plus important, ça a été une saison très très compliquée, surtout collectivement. Je pense que le noyau qui a été construit pour atteindre les objectifs était pas assez qualitatif. Ok. Et puis il y a des erreurs qui ont été faites au fur et à mesure de la saison, et ça sert à rien de rentrer dans les détails, mais qui ont fait que la saison a été mauvaise. Après, d'un point de vue personnel, maintenant que je peux un peu regarder en arrière, ça reste positif. Ok. J'ai bien sous-estimé mon arrivée là-bas. Parce que le championnat MLS commence au mois de février. Et au mois de février, j'avais déjà joué une bonne trentaine de matchs avec Gand. Mais t'es dans l'excitation du transfert, tu sais comment ça va. Et donc j'arrive là-bas, une semaine avant le premier match de championnat. Décalage horaire. Ouais. Première fois, et c'est vrai que c'est assez exceptionnel, mais première fois que j'arrive dans un nouveau club sans prépa. Tous mes autres transferts, j'avais réussi, à part mes 2 prêts, mais les transferts, j'avais réussi à ce que les transferts soient bouclés avant la prépa. Et ça te permet, Ouais. ce dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est que non seulement ça te permet de t'acclimater à ce que le coach demande, mais encore plus important, à créer des affinités. Et donc j'arrive la première semaine à Chicago et tu connais personne. Il faut découvrir un système de jeu. J'arrive avec l'étiquette de transfert record du club. Ouais. Donc le premier match, la première semaine se passe bien, je suis titulaire. Mais ouais, c'est à peine si je connaissais les prénoms de tout le monde. Au final, le premier match se passe relativement bien, mais tout ça pour dire que en une semaine, avec le décalage horaire, les coéquipiers, le nouveau système et la recherche d'appartement, très vite j'étais épuisé. Et le club a mis des choses en place pour essayer à t'adapter au plus vite avec les appartements. Oui, et tout ça. honnêtement, oui, mais après, c'est pas eux qui vont choisir mon appartement à ma place. C'est pas eux qui vont aller choisir mes meubles. Et puis on est sur un autre continent, dans un très grand pays, et donc c'est nouveau permis de conduire, c'est nouveau compte bancaire, numéro de sécurité sociale, et donc plein d'administratifs. Et ça, de l'extérieur, ça s'oublie, les gens ne le voient pas, et ça coûte une énergie monstrueuse. Et t'as pas des gens autour ou tes conseillers qui t'aident dans ça ou tu Si. fais tout seul? Mais il faut, quand on passe son permis de conduire, on ne peut pas laisser son agent y aller. Ok. Donc voilà, ça m'a coûté plus d'énergie
ce que je pensais, mais au fur et à mesure, je me suis bien adapté. Dès qu'on a été installé, ben voilà, il fallait performer. Et c'est là où collectivement ça a été un peu plus compliqué. J'ai bien senti à l'été que je sortais déjà 6 mois en Belgique et que la saison sur 18 mois était vraiment longue. Donc au fur et à mesure, je sentais un peu mes batteries qui se vidaient et collectivement, ça n'a pas été, encore une fois, ça n'a pas été un succès, donc ça n'aidait pas. Mais voilà, personnellement, je pense que je fais une saison correcte, ni bonne ni mauvaise, vu les circonstances. Et on espère que la suivante soit meilleure. Et ton transfert de Gand à Chicago, ça a été facile ou c'était un peu Non. compliqué ou c'était comment? Parce que je crois que tu étais meilleur buteur encore Non. du club. Non? Ah, du club? Oui. Oui, à Du ce moment-là, club. oui. Et donc je pense que Gand, ils cherchaient à aller top 6, etc. Et je pense pas que Gand voulait vraiment te transférer. Et puis comment ça se passe quand c'est comme ça? Mais si on retourne 6 mois en arrière, avant le transfert, il y a l'été après la saison où je termine meilleur buteur et où je fais vraiment une bonne saison. Et là, il y a beaucoup d'intérêt, mais le transfert ne se fait pas. J'ai notamment deux offres concrètes dans 2 des 5 plus gros championnats d'Europe, Où? et Tu peux le dire, Allemagne et Italie. Et les clubs? Bon. Tu peux le dire, donc Bah, ouais, mais c'est rien. ouais, mais ça change rien au final. Ouais, c'est vrai, c'est Mais du passé. C'est du passé. C'était Ouais. quoi les clubs? Offenheim et Bologne. C'est vrai qu'au final, ça a été dans les journaux, donc Ok. c'est vrai que ça change rien. C'est plus par réflexe. Ouais, C'est par t'inquiète, on réflexe. n'est pas là pour... t'inquiète. Mais donc voilà, aucun des deux ne se fait parce que Gand ferme la porte. Et ça a été un gros coup dur. Et puis l'été se passe très bien, mes performances sont bonnes à l'été pendant le mercato. Mais une fois que le mercato se termine, là j'ai eu un gros contre-coup entre septembre et décembre. Et puis il y a l'intérêt de Chicago qui vient au mois de janvier. Avant d'aller à Chicago, comment tu vis un transfert raté ou quelque chose que tu veux mais tu peux pas parce que voilà, c'est pas entre tes mains, t'appartiens au club et le club a le droit de dire quelque chose, Ouais. ils ont le droit de dire non comme dire oui. Comment tu le vis, comment tu réagis après ça? C'était assez compliqué, mais ça restait des sentiments contrastés parce que j'étais vraiment très bien à Gand. On était bien installés, on adorait la ville, le groupe était top. J'avais une très bonne relation avec tout le monde au sein du club et je voulais performer, mais d'un autre côté, je voulais faire ce pas en avant qui m'avait été refusé et le club est dans son droit pour refuser un transfert. Enfin, tu le sais, il faut 3 parties. Ouais. Et là, il y en avait que 2 sur 3. Donc ça a été dur à digérer, tout en étant quand même content d'être toujours là-bas. Mais Pas voulu aller à la guerre? non, parce que c'est pas en moi, c'est pas dans mon caractère. Mhm. Et s'il y a bien une ligne de conduite que je garde tout au long de ma carrière, c'est de ne pas dévier de qui je suis. Ok. Et encore une fois, j'étais tellement bien à Gand, reconnaissant aussi de la confiance qu'ils m'avaient accordée l'été avant, quand ils sont venus me chercher à Gand. Et donc non, je voulais sûrement pas aller à la guerre. Et je pense que je ne le ferai jamais. On m'a souvent reproché C'est trop gentil. d'être trop gentil voilà, Ouais, pour le milieu du football. Ouais. Mais je préfère presque passer à côté d'opportunités, mais rester qui je suis. Et donc ça a été dur à digérer, mais sans vraiment m'en rendre compte, parce que tu veux te donner à fond, tu veux performer, tu veux marquer des buts, mais la machine coince. Et c'est là où quand l'intérêt de Chicago vient en hiver, ça m'a reboosté. Ça m'a reboosté, je sentais que je stagnais au niveau de Gand et que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et là, on a poussé. Donc pour revenir à ta question, le transfert n'a pas été simple parce que de nouveau, Gand, au milieu de la saison, ils avaient déjà vendu Fofana et ils venaient de vendre Orban quelques jours avant mon transfert. Donc c'était déjà deux éléments offensifs. On avait un calendrier chargé qui nous attendait et j'ai dû pousser. On n'a pas été à la guerre. On a vraiment poussé en disant que c'était ce que je voulais. Et je pense que le club avait bien vu et senti aussi, si on compare la situation à l'été, que mes performances étaient moins bonnes. Et que si on attendait l'été suivant pour un transfert, voilà. Ouais, c'était risqué, on ne sait pas. Voilà, mon prix de transfert pour le club pouvait baisser. Moi, j'allais peut-être pas avoir un challenge qui me plaisait.
Et je pense que dans mon intérêt, dans celui de Gand, il y avait aucun de nous n'allait rentrer dans une troisième saison. Ok. Euh, Et tu as dit que là, tu as poussé Là, j'ai poussé. t'as poussé pour que le transfert se fasse. Et quand tu reviens en arrière, est-ce que tu dis que tu aurais dû pousser pour l'Italie ou pour l'Allemagne ou Non. tu regrettes pas ton Non, choix et t'es non, parce content? que j'aurais pas réussi à pousser. Ok. Donc, enfin, T'avais quoi Michel Louagie est bien connu dans les négoces? dans les négociations et dans le monde du foot, surtout en Belgique, pour être dur. Et en été, on a bien senti que la porte était fermée. Ok. Là où, contrairement en hiver, c'est pour ça que je dis la situation n'était pas la même, vu mes quelques semaines et mois précédents qui n'étaient pas aussi bons, je pense qu'eux aussi ont senti que ma marcheur pouvait baisser au fur et à mesure des mois d'ici l'été, si mes performances ne s'amélioraient pas. Et donc au final, on a réussi à trouver un accord. Et c'est peut-être là aussi que le fait de ne pas avoir poussé l'été avant, de ne pas avoir été à la guerre, ça a aidé pour eux m'octroyer le transfert et que tout le monde s'y retrouve, quoi. Ok. Et moi, ben, franchement, c'est top. Et là, on va un peu revenir sur ton parcours. Tu peux un peu nous expliquer comment tu as commencé le football, où tu as commencé et pourquoi ce sport et pas un autre? Ça s'est fait naturellement. Dès tout petit, j'ai couru, j'ai sauté dans un ballon. Et puis j'ai commencé dans un petit club de village en Flandre pour arriver à viser Veltuezal d'abord, notre petit club à l'époque qui n'existe plus. Puis Visé de mes 14 à 17, 3 saisons. Et je pense que c'est à Visé que l'ambition de devenir professionnel s'est vraiment développée. Parce que d'une part, après ma première saison, j'ai le sgout au genou. Et j'enchaîne avec une périostite sur les deux tibias, donc une inflammation. Donc je reste 18 mois sans jouer. Donc je fais une première saison à U15, 18 mois sans jouer. Et pendant ces 18 mois-là, donc c'est ma première longue blessure ou interruption. Et j'ai bien senti que la tristesse et la frustration de ne pas pouvoir jouer pouvaient cacher autre chose. Et pendant cette période-là, c'est là qu'on a, dans mon équipe, en U16 du coup, l'aîné des fils Wilmots qui nous rejoint. Et donc c'est Marc Wilmots qui vient nous coacher. Enfin, moi il ne m'a pas coaché beaucoup vu que j'étais blessé, mais je me suis lié d'amitié avec son fils. C'est Renaud. Renaud. Et c'est comme ça que, avec le passé de joueur et à cette époque-là, je pense qu'il passait sélectionneur ou il était déjà sélectionneur principal des Diables. J'ai un peu découvert ce qu'il fallait pour réussir. Et donc lui m'a beaucoup aidé dans ma rééducation en me mettant en contact avec l'ostéopathe de l'équipe nationale de l'époque, qui a aidé à me soigner et qui est toujours mon ostéopathe maintenant actuellement, donc de qui je suis très proche et qui fait partie de mon cercle. Et donc voilà, c'est à cette période de 15-16 ans où j'ai développé et pris certaines connaissances des exigences du monde professionnel. Donc l'émission c'est up and down et on dirait que toi dans ta carrière tu as quand même eu beaucoup de down. Est-ce que tout le monde n'en a pas? Si je te repose la question. Si, il y en a, mais il y en a qui en ont plus que d'autres. Et j'ai l'impression que toi tu en as eu beaucoup, mais tu as toujours eu cette envie et cette mentalité de les surpasser. Et c'est dû à quoi et c'est comment? Je sais pas. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est en moi. C'est en moi et je t'avoue que tu peux me le dire, mais sur le moment même, quand je suis dans un down, soit je ne me rends pas compte que je suis dans un down, ou alors c'est seulement par la suite que je me dis ah ouais, je l'ai quand même surmonté avec beaucoup de patience, beaucoup de courage ou d'abnégation. Mais sur le moment même, souvent je ne le vis pas aussi mal que ce que ce n'est vraiment. Tu vois, je ne sais pas quelle est ton expérience par rapport à tes downs. Si je dois comparer à toi, je crois que j'ai eu moins de down que toi, footballistiquement, tu vois. Donc le fait que j'ai eu moins de down, des fois quand j'ai un down, j'ai un peu du mal des fois. Ah ouais. J'ai un peu du mal et je vais pas des fois me battre, tu vois, comme je devrais pour essayer de surmonter. Des fois je vais me laisser aller, etc. Mais et je sais pas si c'est parce que moi j'ai toujours été un joueur, on va dire, où
je t'ai souvent mis en lumière, où on savait Mais entre moi, c'était guillemets. tout le contraire. Voilà, Donc ça, c'est peut-être c'est peut-être ça aussi. c'est peut-être ça, ou en tout cas, c'est ce qui nous Je pense différencie. que c'est ça. Parce que cette non pas la pubalgie, le sgout et la périostite Mhm. de mes 15 à 17 ans presque, mais c'est avant que je ne sois professionnel. Et donc, c'est à ce moment-là où je me dis, bon, je dois d'abord bien revenir, Mhm. me soigner, et puis être performant pour ne fût-ce que rentrer dans un centre de formation élite. Ok. Et j'ai jamais été dans les clubs dans lesquels je passais, j'étais dans les meilleurs joueurs, mais je n'étais pas en élite. Mhm. Et c'est seulement quand j'arrive au Standard à 17 ans que je découvre l'élite. Et la qualité de joueurs que j'ai autour de moi me fait prendre connaissance de ce qui me manque ou de devoir compenser différemment. Et je pense que peut-être cette capacité à surmonter les épreuves peut faire la différence. Il y a des joueurs tellement plus talentueux que Il y avait qui que à ton moi, époque? Des dans- joueurs que tu te rappelles ou peut-être dans ceux qui ont réussi. ceux qui n'ont pas réussi aussi, peut-être, parce qu'il y a des noms sûrement qu'on connaît, qu'ils étaient Si- bons. Si je vais par position, entre les U19 et les U21 de l'époque du Standard, il y avait Arnaud Bodard Ok. qui a réussi évidemment. Il y en a beaucoup qui ont réussi. On a vraiment un noyau assez, Ok. assez talentueux. Casper de Nord, C'est Gaspard Donald. qui était à Genk, Saint-Tron, Louvain. Left and right back. Oui. Ouais, Et puis ouais. il est repassé au milieu de terrain. Ouais, ouais, Maximiliano Coffrier, ouais. était à Qui Saint-Tron. est défenseur central. Ouais, Ouais, les ouais. frères Maé, Ok, ouais, ouais. Dimata, Oh. Okita, qui est en Suisse Ouais, maintenant, ouais, je si, pense. si, si. Martin Remac. Et je vais en oublier, mais on est Ouais, vraiment ouais. nombreux à avoir réussi dans le monde professionnel, mais à des degrés différents. Ouais, ouais. Et c'est là où si je compare jusqu'à présent, et ça peut encore changer, mais ma réussite, globalement, elle a été meilleure Que que beaucoup. d'autres Ouais, qui ouais, avaient ouais, qualitativement ouais, beaucoup ouais. plus de qualité. Et cette Ouais. épreuve enfin justement, cette façon de surmonter les épreuves m'a sûrement aidé. Ouais. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. Ton parcours, en fait, il est atypique, on va dire. Et en fait, c'est aussi de montrer aux jeunes joueurs que, en fait, il n'y a pas qu'un chemin pour Non. arriver en élite. Il y a plusieurs chemins. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours parce que, dis-nous un peu, parce que je sais que tu as galéré, je sais que Ouais. ça a été chaud. Des fois, je me rappelle, une fois, je t'ai croisé, j'étais à la salle au Standard. Et je venais m'entraîner tu t'entraînais avec Kevin Mini. Kevin Mini, mais je Ouais, crois et que le c'est noyau C, ouais. noyau C, Ouais. voilà. Donc, explique-nous un peu tout ça. Dis-nous Mais un comme peu. tu dis, il n'y a pas un seul chemin. Et Mais j'aimerais que je les pense gens surtout savent qu'il ton somme. n'y a Voilà. pas deux chemins similaires. Mais donc après ma première saison au Standard, qui se passe relativement bien en U19, je passe en U21. Je fais une saison complète en U21. Et là, le choix se pose. Il me restait une année de contrat, je pense, de refaire une saison U21 parce que je n'étais pas prêt. En tout cas, je n'étais pas repris chez les pros, mais je n'étais pas prêt non plus d'y aller. Donc, de refaire une saison en 21 ou d'être prêté. Et ça, c'est un fil rouge que j'ai gardé tout au long de ma carrière. C'est instinctif. J'ai toujours su, dans mon ressenti, quand j'allais stagner et quand j'avais besoin de changer d'air. Ok. Et ça a été vraiment la première fois. Je sentais que refaire une deuxième saison U21 au Standard n'avait aucun intérêt pour mon développement. Et donc, Et ça, c'est toi-même c'est ou moi-même. Ok. Je ne sais pas l'expliquer et ça s'est reproduit plusieurs fois au fur et à mesure de ma carrière. Et donc avec mon agent, enfin surtout mon agent, il cherche une porte de sortie. Et là, attaquant des U21 du Standard, zéro. Zéro. Ou peut-être qu'on me connaissait, mais en tout cas, zéro intérêt. Et c'est la saison où la D2 passe à 8 clubs. Et donc le football belge perd Beaucoup de clubs, une ouais. petite dizaine de clubs professionnels, ce qui coupe des places dans les noyaux. Et aucun intérêt. Jusqu'au 31 août de ce mercato-là où Serein veut bien me prendre en prêt. Mais Serein venait de descendre en D1 amateur, vu que la D2 passait à 8 équipes. Et là, c'était soit D1 amateur à Serein ou U21 au Standard. Et pour moi, il n'y avait pas photo. Et je pense que ça aussi, c'est dur pour les jeunes qui sortent de l'élite. C'est de passer de l'étiquette Standard, ou peu importe le club dans lequel ils sont, à Serein dans mon cas, mais surtout dans un championnat amateur. Et c'est vrai que c'est moins flamboyant
comme non. Ouais. Mais pour moi, il n'y avait pas photo. C'était pour mon évolution en tant que vraiment jeune à l'époque, il fallait que je m'endurcisse, que je m'entraîne, que je joue dans un championnat d'hommes. En Et c'est parlant de serein ça, pardon, qui m'a regarde laissé ce que pour tu le dis. Je suis en train de me rappeler ce que Harry Redknapp nous a dit à Harry Kane, Tom Carroll et moi. Quand J'avais j'étais à Tottenham. 17-18 ans, il a dit, vous c'est bon, avec les jeunes c'est fini, vous devez aller en prêt. Et c'est là où on va à Leyton Orient, ce qui équivaut à Ligue 2 ou Ligue 1 à cette époque-là. Donc Le c'est 3 des 4. 3 des 4. Donc c'est Et un tu passes de peu- l'étiquette Tottenham à... C'est exactement la même Voilà, chose. donc tu peux juste Exactement la même continuer, chose. c'est juste que ça m'est venu. en fait. Ouais. Et à mon avis, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal avec ça. Ça, c'est vraiment une épreuve mentale. De pouvoir faire ce switch dans ta tête, que c'est pour ton bien. Et oui, c'est un conseil tout en étant une évidence. Ouais. C'est d'abord ton bien en tant que joueur et pas ce que le monde extérieur va penser de toi. Et ça, c'est un des plus gros challenges à surmonter toute une carrière, c'est la vie extérieure. Et tu viens à Serein, comment ça se passe? Ça se passe bien jusqu'à ma pubalgie, Ouais, déjà parlé. ce qu'on disait tout à l'heure, et puis je termine la saison. Et je reviens au Standard, parce que pour me prêter, vu que j'étais dans ma dernière année de contrat, on me prolonge d'1 an. Donc il me reste 1 an. Et je pense que c'est là qu'on se croise, quand tu sors de la muscu, où je suis dans le noyau C. Et ma direction, tu le sauras mieux que moi, mais à l'époque était... C'était qui à l'époque? C'était qui dans la direction? Jean-François Dessart? Non. Je crois que c'était d'abord Axel Lawarret, Ok. puis Van Buiten et Renard. Quand je reviens de mon prêt à Serein, je crois que c'est Van Buiten et Renard. Et il y avait une instabilité au sein de la direction qui faisait qu'il y avait beaucoup de joueurs, je me souviens à l'époque, c'était de la saison avant que je parte à Serein, puisque j'étais 2 fois le noyau C. Mais que toi, tu étais avec Ferreira? Emilio? Non. Yannick? Non, Yannick. non, je ne l'ai pas eu. Je sais qu'à un moment donné, il y avait Julien Dessart, Renaud Aymon qui passaient aussi des pros au noyau C. Donc c'était, dans le noyau C, il y avait Benny, Badibanga, Okita. On était nombreux à un peu la génération U19, U21 de l'ancienne direction. Enfin, c'était un peu, c'était pas très clair. Ouais. Et donc je reviens au Standard après mon prêt à Serein, noyau C quelques semaines avec José Jeunechamp, qui était mon coach ici à Serein. Top gars, ça c'est mon gars. Que je retrouve dans le noyau C au Standard et qui après devient assistant, puis prend l'intérimaire en tant que T1 au Standard, repart, maintenant est revenu. Et donc c'est lui qui m'entraînait dans le noyau C au Standard. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais jamais causé de problème au Standard, ni en U19, ni en U21, ni pour partir en prêt, pas quand je suis revenu, ils m'ont mis dans le noyau C, j'ai été sans rien dire. Et tu penses que ça c'est parce que tu es trop gentil? Oui, mais alors, ils me mettent dans le noyau C, mais ils ont accepté de me remettre en U21. Et c'est là peut-être où quelqu'un qui va au clash, qui crée des problèmes, reste peut-être bloqué tout l'été en noyau C. Et donc je réintègre le U21, j'ai de nouveau des entraînements collectifs dignes de ce nom, je pars en tournoi en France. Et donc j'avais de nouveau cette structure qu'on n'a plus quand on est, qu'on a un peu rejeté quand on est dans un noyau C. Et donc, même discours de mon agent que l'été précédent, aucun intérêt. Là, je le comprenais déjà mieux, parce qu'avant, je me disais, en tant qu'U21 du Standard, ça doit quand même valoir quelque chose. Là, je me rendais bien compte que ma saison à Serein n'attirait pas les convoitises de D2 et encore moins D1. Et donc, il parvient quand même, avec ses liens à l'époque avec le président du LIRS, l'Égyptien Maguette Sami, à trouver un accord pour un... Je ne sais même plus si c'était un prêt ou un transfert. Je pense que c'était un transfert. Parce que le Standard me laissait partir libre. Avec le LIRS. Donc une semaine avant la fin du mercato, on a un accord avec le LIRS. Mais il y avait une condition, comme souvent. Le LIRS devait se débarrasser de certains joueurs. C'est souvent le cas pour un transfert. Il faut faire de la place. Les jours se passent. Le mercato arrive à sa fin.
le 31 août ou le 1er septembre, je ne sais plus quelle était la date exacte de clôture du mercato. Mon agent m'appelle, je m'en souviendrai toujours. Je suis dans ma chambre, à la maison de mes parents. Il m'appelle le matin où le mercato se termine, le soir même. Il me dit ça ne se fera pas au Liers. Par contre, le président, Maguette Sami, l'Égyptien, vient d'acheter un club en D2 grec. Donc, un peu le même choix que l'année précédente, U21 standard ou serein. Là, c'est U21 standard ou D2 grec. Et là, je me dis, mais je dois choisir. Autant serein, on était venu discuter, on avait vu les installations, j'avais parlé avec le coach. Là, en quelques heures, et même pas quelques heures, parce que le temps de mettre les démarches du transfert en route, T'as pas le temps. t'as pas le temps. Et donc, c'est, Oui ou non? je sais pas dans quelle ville, je sais pas dans quelle équipe, j'ai jamais parlé au coach, pas parlé à la direction. Mon agent connaît Le président. le président. Mais est-ce que j'ai envie de refaire une année? Que va m'apporter une nouvelle année en U21 standard? Et là, la réponse, elle est claire, rien. Wello. Rien. Ouais. Le club ne comptait plus sur moi. Je pouvais juste rester en U21 parce que je me tenais à carreau. Allez, on y va. On y va. Et là, tu étais déjà avec ta femme ou pas? Non, Ok. pas encore. Parce que, ouais. Pas encore. 6 mois après. Ok. Et là, panique chez mes parents. Donc j'avais mon permis, je roule à Bruxelles pour être avec mon agent. On fait tout par vidéo. Tous les documents se transfèrent dans la journée. Les documents sont rentrés à temps. Je suis prêté en D2 grec et je ne savais pas encore prononcer le nom de mon club. Mais moi, à l'époque, ma réflexion, c'était, bon ok, U21 standard ne m'apportera rien. Et une saison avant, donc avant que je sois prêté à Serein, mes parents m'ont jamais forcé ni à faire du foot ni à faire des études, mais voulaient quand même que je ne me retrouve pas sans rien dans la vie. Et donc après mes humanités, ils me disent, sans te mettre la pression, et je ne l'ai jamais pris comme un coup de pression, mais on te laisse 2 ans pour essayer de décrocher un contrat pro. Première année de ces 2 ans, c'est Serein. Toujours pas de contrat entre guillemets digne de ce nom. J'avais mon petit contrat pro standard, mais qui ne valait pas grand-chose. Et donc je me dis, ok, je rentre dans ma 2e année de mon deal, on va dire, avec mes parents. Quitte à devoir retourner faire des études dans 1 an, pendant 1 an, je vais vivre, pas que je ne vivais pas comme un professionnel avant, mais je vais vivre tout seul, à l'étranger, voir ce que vivent les joueurs de foot en général. Allez, on y va. Le lendemain, T'es quand même. Le lendemain, je kiffe. le lendemain, je prends l'avion. Sans mon agent, je pars tout seul. Il avait. Et encore une fois, ouais, je suis quasi sûr que c'est sans mon agent. Parce que ce voyage-là, ça a été un gros coup dur. Je me retrouve dans l'avion tout seul, puisqu'il va encore. J'arrive sur place, dans un pays étranger, fatalement. Et ils étaient en stage dans les montagnes grecques, quelque part, à 4 heures de route de l'aéroport d'Athènes. Ils m'envoient un taxi, et là, je me retrouve en pleine nuit, dans un taxi à Athènes. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Tout seul, dans mon taxi, vers les montagnes, je ne savais pas où j'étais, complètement désorienté. Et Tu t'es pas dit, on va te faire un guet-apens ou quelque chose? non, mais c'est juste une énorme crainte, en fait. D'être pour la première fois parti de la maison, de la Belgique, de la maison parentale, et d'être vraiment se retrouver face à soi-même, face à ses peurs. Et au final, au fur et à mesure des jours, tu t'acclimates, tu fais connaissance avec tout le monde. Mais la chance, pour le coup, que j'ai eue, c'est que l'organisation du football grec, il doit peut-être y avoir pire, mais en tout cas, Non. elle est catastrophique. Ouais, j'ai Pana, donc. Pana. je Et donc, connais tu un peu. imagines la D2 Ouais, la grecque. D2, c'est- Déjà que la D1 dans les grands clubs, c'est pas C'est, terrible, mais la D2, c'est un bourbier. Et le championnat ne commence pas. On a été le championnat européen qui a commencé le plus tard sa saison, en tout cas cette année-là. On a commencé, je pense, le dernier week-end d'octobre. Mais quand tu vois tout ça, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Mais c'était une petite chance dans le sens où
ça me permettait de m'adapter. Ok. Ben, justement, ce dont on parlait avec Chicago, de trouver mon appart, Ouais, d'apprendre à ouais. connaître tout le monde, les idées du coach. Euh, Et donc j'ai presque 2 mois pour m'adapter à Ouais. cette D2. Ok. Et on commence fin octobre. Et je crois qu'on n'avait même pas joué 10 matchs avant la trêve de l'hiver, quoi. Mais mon deuxième tour est exceptionnel. Et on arrive à la fin de mes 2 ans Ton deal avec les parents. deal avec mes parents. Et donc, parce que mon contrat en D2 grec était encore plus bas que ce C'était que j'avais. combien? Juste en fait pour que les gens réalisent des fois un peu 1500 € net. net. Et j'avais un appart à payer. Et la voiture. Et c'est toi qui devais payer Ouais, l'appart. je payais l'appart et la voiture. Allez, Mais gars. voilà, c'était. Moi, je voulais vivre pendant 1 an, juste à l'étranger, aller à l'entraînement le matin, revenir, devoir me faire à manger, vraiment l'expérience complète. Je reviens. Ah non, fin de saison déjà. Juste avant ou juste après le dernier match, mais mon agent vient en Grèce pour commencer à faire le tour des clubs parce que j'avais vraiment fait une bonne saison. Sauf que la D2 grecque n'est pas très médiatisée en Europe. En Europe, ouais, mais en Grèce, oui. En Grèce, bien, mais en Europe, les matchs n'étaient même pas diffusés. Donc maintenant, il y a les plateformes ouais, qui font que tu as accès à tous les matchs. Nos matchs n'étaient même pas diffusés. Donc je pense que de ma saison, il y avait 2 matchs sur Wisecout. Les 2 matchs qui étaient contre les 2 meilleures équipes du championnat, qui avaient été diffusés à la télé grecque, donc qui étaient sur Wisecout. Donc, 0 intérêt de la Belgique. Et tu voulais rentrer en Belgique? S'il y avait eu une opportunité, pourquoi pas. Mais donc, très vite, mon agent commence à faire le tour des clubs en Grèce et on a l'intérêt de club du milieu de tableau, de D1. Et puis après une semaine ou 2, l'AEK Athènes. L'AEK Athènes, et là, nouveau petit dilemme. Est-ce qu'on rejoint directement un des grands clubs grecs avec la crainte ou la possibilité de ne pas jouer? Ou est-ce qu'on prend une étape intermédiaire vers un club du milieu de classement pour ensuite essayer de faire le pas? On se dit que le train ne passe pas 2 fois, qu'on tente le coup d'aller dans un grand club grec, quitte à ne pas réussir à se faire prêter, à redescendre d'une marche. En attendant, il y a l'Olympiakos qui s'intéresse aussi. C'est Donc- pas comme ça en Grèce. Quand un club Ouais. s'intéresse, l'autre C'est qui une va venir, concurrence, c'est voilà. une concurrence. Ouais. Surtout club d'Athènes, Ouais, même ouais, ville. ouais. Et donc, nouveau dilemme suite à d'abord, on va dire AEK et un club milieu de classement, c'est AEK Olympiakos. Très vite, mon agence en première négociation avec l'AEK Athènes, à l'époque, ça a sûrement changé, je ne sais pas. À l'époque, lui me dit, écoute, l'AEK Athènes n'est pas sainte du tout. Ça, on risque de s'engager dans un projet et d'être bloqué, tout simplement. Il ne faisait pas confiance, vu les rendez-vous qu'il avait eus aux gens avec qui il avait eu affaire. Donc, on choisit l'Olympiakos. Et là, c'est là que commence l'été le plus fou ou contrasté de ma carrière, on va dire. Tout l'été, mon club, Ergotelis à l'époque, me pousse, et donc toujours le président égyptien, Ah, là. me pousse vers l'AEK. Mais d'une façon, Ah, ils ont un deal entre eux. Ouais. c'est ce qu'on se dit, de ne pas vouloir écouter l'Olympiakos, leurs offres. Et la façon dont ils me poussaient, c'était même malsain. C'était même malsain, mais nous, voilà, on leur a très bien fait comprendre. On reste, encore une fois, sur cette ligne de conduite de on reste propre à qui on est Ouais, et on ne va pas changer nos valeurs Pour de l'argent ou pour de quoi que ce l'argent soit. ou pour autre chose. Donc nous, c'est l'Olympiakos ou rien. Et on arrive dans les dernières heures du mercato et là, on se dit, bah, mon club, parce que j'avais signé 2 ans. Donc il me reste 1 an de contrat. S'il voulait encore récupérer un minimum d'argent, C'est maintenant. c'est maintenant. Et on arrive au dernier jour du mercato, rien. Là, on se dit, bah, soit c'est Ergotelis qui se dit, nous, on va craquer, parce que bah, c'est soit l'AEK Athènes ou des 2 Grecs, donc il n'y a pas photo. Et nous, on se dit, ils vont craquer, parce que c'est soit de l'Olympiakos, Ouais, ouais, soit pas d'argent. Ouais. Et au final, ni l'un ni l'autre ne craque. On se retrouve mercato fini, Tu restes en D2. je reste en D2. Ouais, Je reste en D2,
Mais il doit y avoir, et on n'a jamais su, et au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas, il y a eu un accord avec l'AEK, on pense, comme quoi il ne savait plus se retourner et il ne pouvait pas accepter une autre offre que soit l'Olympiakos, qui est un club concurrent, ce qui n'arrangeait pas les choses de l'AEK Athènes. Mais dans leur esprit, tu as été en Grèce, les 4 grands clubs qui gèrent, on va dire, le championnat et voire même les clubs de D2. Pour un joueur de D2, et mes coéquipiers à l'époque, ils me prenaient pour un fou. Commencer à négocier ou ne pas l'AEK Athènes quand on est dans les conditions de la D2 grecque. Pour les Grecs, tu y vas. Bon, là, en plus, nous, on était en Crète, et Ergotélis, ils y vont à la nage. Ils vont à Athènes sans réfléchir. Et donc, que moi, j'y ai pas, je ne comprenais pas. Donc, là, par contre, je me retrouve, même pas dos au mur, mais sans rien. Et là, aussi, tu es toujours dans le deal avec tes parents ou le deal, il est fini? Non. Donc là, le deal, je l'avais réussi. Ok. Je l'avais réussi. Donc, même si je me retrouve toujours en D2 grec, tu vas comprendre pourquoi, pour une deuxième saison, donc la 3e saison du deal, tout au long des discussions de l'été, pendant le mercato, l'Olympiakos nous rassure en disant, vu que nous on donnait notre parole qu'on voulait les rejoindre, s'il faut, nous on attend 1 an, que je sois fin de contrat, et tu signes en janvier, quand tu es à 6 mois du terme de ton contrat à Ergotélis, tu signes un contrat de 4 ans chez nous, avec un salaire plus élevé. Et donc au mois de septembre, quand le mercato d'été se termine, officiellement je suis sans rien, mais j'ai la parole de l'Olympiakos. Qui, maintenant que je le raconte, et on s'était déjà fait la réflexion par la suite, qui reste la parole d'un club. Voilà, ça peut être aléatoire et ils nous ont fait confiance, on leur a fait confiance et ça a bien tourné. Et donc le deal avec mes parents était réussi parce qu'on savait que j'avais un contrat de 4 ans qui m'attendait. Mais donc par contre ces mois-là, ça a été, et encore une fois comme tout, comme ma pubalgie à Serein, mon Osgood quand j'étais plus jeune, le transfert en D2 grec, ce sont des challenges, mais quand je suis dedans, ils ne me paraissent pas aussi compliqués, ou en tout cas tout ce que je fais pour les surmonter me paraît naturel. Et là, par contre, je m'en souviens très bien, j'étais vraiment mal, et de septembre à décembre, je reste en Belgique. Donc je suis sous contrat en Grèce, avec le club Ergotélis, mais eux ne voulaient plus que je joue, parce qu'il s'était passé en été, et moi je voulais plus y être, et donc je m'entraîne tout seul pendant 4 mois ici. Avec Kevin encore? Non, là à l'époque, Kevin était toujours au standard. J'ai... comment est-ce que je suis entré en contact avec... par mes agents. Ils mettent en contact avec Damien Brotart, qui maintenant est le préparateur physique de Westerlo. Il était dans l'athlétisme, donc rien à voir avec le football. Mes agents travaillaient déjà pour l'individualisation de certains de leurs joueurs avec lui, et à l'époque, il n'était pas dans un club de foot. Il fait que des individualisations, et il met en contact avec. Et lui étant dans l'athlétisme, pendant 4 mois, de septembre à décembre, j'ai suivi une préparation. C'est même pas une préparation, c'était des cycles. C'est tellement long, 4 mois, un peu comme les joueurs fin de contrat. Et il me fait découvrir pas un autre sport, mais une autre façon de s'entraîner. On travaille surtout ma vitesse, ma vivacité, mais aussi la prévention. Et donc depuis ma pubalgie, j'ai eu une minuscule blessure musculaire à Gand, mais avec laquelle j'ai loupé 2 matchs. Et donc en 8 ans, rien. Et lui en fait a réussi à mettre une base physique quand je passais de mon corps un peu adolescent, jeune, à mon corps adulte, et aussi les exigences, pas seulement physiques du haut niveau, mais de la prévention. Et parce que l'athlétisme, c'est la base. Les gars, comme vous pouvez le voir, on n'est pas à Abu Dhabi, on est en Belgique, il fait froid, donc on a dû mettre la couverture. Bon. Et je t'ai pas fait venir à Chicago, parce que là, c'était pas une couverture, quoi. Et crois-moi qu'en Corée aussi, il fait très, 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 très froid. Donc on va dire qu'on est bien ici, on va dire. Allez. Entre les deux. Ouais. Et donc, les 4 mois que je passe en Belgique à m'entraîner avec Damien Brotart, physiquement, ont été le plus dur de ma carrière, mais ils m'ont mis une base sur laquelle j'ai pu m'appuyer et qui a été un peu, et qui est toujours une marque fabrique de mon jeu, c'est l'intensité que j'arrive à mettre du début à la fin d'un match. Et ça, je lui dois. Je lui dois parce qu'après, j'ai continué à le développer, mais ça a été de l'entretien plus que du... Parce que quand tu rentres, tu le sais, quand tu rentres,
dans la structure d'un club, tu as les entraînements collectifs, ouais. mais tu peux pas. Et c'est là où très vite j'ai compris que les 4 mois que j'avais en Belgique, je les ai tournés à mon avantage. Parce que dans une carrière d'un joueur, une fois que tu signes professionnel, tu n'as pas 4 mois Ouais, pour te c'est vrai, focaliser c'est sur vrai, c'est un vrai. aspect. Ouais. Et là, ma capacité physique a vraiment été développée à ce moment-là, quoi. Et donc je retourne, je signe à l'Olympiakos, sans que ce soit public, mais le 1er janvier de cette deuxième saison à Ergotelis. À la suite de ça, je termine la saison, mais le club ne voulait pas que je joue. Donc je me suis entraîné avec le groupe Sans jouer tout le sans temps. jouer de février à mai. Et comment tu vis ça? Toi Mais qui j'avais es... pas envie de jouer. Ah ok. Donc j'étais content de retrouver les entraînements collectifs, de retoucher du ballon. Enfin, plus de ballon, parce que j'en avais quand même touché un petit peu ici. Mais mentalement, j'étais pas dans un état de pouvoir performer, de jouer. Et je savais que j'allais avoir toute la prépa à l'Olympiakos l'été suivant Ok. pour vraiment me remettre en jambes, même si le rythme allait me manquer. Donc je joue pas. Je reviens ici aux vacances les 2 ou 3 semaines entre les saisons et je rejoins l'Olympiakos le 1er juin, je pense. Après mes 2 ans du coup à Ergotelis. Et la prépa globalement se passe bien. Mais dès le départ, on avait convenu que je serais prêté parce que déjà le gouffre de la D2, je ne sais pas si en coupe tu as joué contre des équipes de D2, mais déjà le gouffre, parce qu'après j'ai joué à l'Olympiakos, mais le gouffre entre les équipes de relégation et le Pana, il est énorme, qualitativement. Ouais. C'est pas comme en Belgique où le championnat est Ça, plus c'est- équilibré. Le, Tu le joues à dernier, domicile. Le dernier peut battre le. Ouais. En tant étant le Pana, tu joues à domicile contre les derniers, C'est. Ouais. tu sais que tu gagnes. Tu peux pas perdre en plus. Non. Ouais. La question c'est est-ce que ça 3, 4 ou 5-0. Ouais. C'est là où tu augmentes tes stats. Voilà. Donc imagine un club de D2, et même pas un top club de D2, j'étais dans le milieu de classement. Donc le gouffre entre d'où je venais vers l'Olympiakos était déjà grand, mais alors le faire avec une année sans jouer, il était insurmontable. Enfin, pour moi à l'époque, il était insurmontable. Donc très vite, on prend la décision après la prépa de me faire prêter. Et là, le club avait je ne sais pas si c'est un partenariat officiel, mais en tout cas de très bonnes relations avec Ajaccio. Parce que, je ne sais pas quel était son rôle officiel, mais on va dire le directeur sportif de l'Olympiakos était François Modesto, qui est français et qui avait de très bons liens avec Ajaccio. Il y avait 2-3 joueurs qui avaient déjà été transférés vers l'Olympiakos. Et donc moi, il m'y prête. Et l'année, déjà, toute la prépa Olympiakos avait été vraiment enrichissante, mais j'étais KO. C'est à la rue. KO, mais j'étais pas prêt de jouer, quoi. Ok. J'avais pas ma place dans le noyau à ce moment-là. Et donc je me suis prêté à Ajaccio. Et là, ça se passe vraiment bien. Alors les stats sont moyennes. Et Ajaccio, c'était Ligue 2 ou Ligue 1? Ligue 2. Ok. Ligue 2. Et championnat T'as quand même voyagé, toi, quand même. hyper compétitif, ouais. Donc je fais Crète, Athènes, et là je suis en Corse. Il y a pire. Autant dans mes galères de transfert, T'es dans des belles... les destinations, elles sont pas mal. je les ai bien choisies. Ouais. Et donc, à Ajaccio, la saison se passe bien. Et championnat Ligue 2, et pour le développement d'un jeune joueur, il est top. Développement, on va dire quoi? Physique, Ouais. technique, mental, tout. Tout. Ok. Tout. Parce qu'il est beaucoup plus compétitif que ce que j'avais connu en D amateur. Il est beaucoup plus compétitif que la D2Y. Et fatalement, il est moins avec la Ligue 1 ou la D1 belge. Je ne savais pas encore comparer à l'époque à la D1Y. Mais les équipes se valent toutes. On fait une bonne saison. On a un style de jeu simple et efficace à la Ligue 2. Des matchs très fermés. Et donc en tant qu'attaquant, je me retrouve aussi avec des joueurs qui ont vécu la Ligue 1, qui ont été à l'étranger, plus de vécu à un meilleur niveau, mais pas celui de l'Olympiakos non plus. Ouais. Et ce partage-là, avec beaucoup de temps de jeu dans un championnat très compétitif, il m'a été super bénéfique. Donc quand je regarde en arrière cette saison à Ajaccio, malheureusement, il y a toujours un mais. Et je pense qu'il y en a qui ont eu une année bien plus compliquée que la mienne à ce niveau-là, mais c'est l'année Covid. Et donc la saison ne va pas à son terme. Donc au mois de mars, quand le Covid arrive,
on se retrouve. Là entre-temps, j'étais avec ma femme. Donc, j'étais plus tout seul à l'étranger. Enfin, à l'époque, on n'était pas encore mariés, mais elle est avec moi. Donc, on passe la. Elle est de Liège? Elle est de Liège, ouais. On est tous les deux de Liège. On est confinés à Ajaccio, tous les deux. Et malheureusement pour moi, la France décide d'arrêter son championnat. Chaque championnat décidait un peu si, c'est ce qu'il fait. après le confinement, s'il reprenait ou pas. Malchance pour moi, la Ligue 2 ne reprend pas. La D1 grecque reprend. Donc, mon prêt le 30 juin à Ajaccio se termine. Je rentre le 1er juillet à Olympiakos, qui, juillet-août, termine son championnat avec le noyau de l'année précédente dans lequel je n'étais pas inscrit. Et donc, c'était pas un noyau C, mais je ne pouvais pas m'entraîner avec le groupe qui préparait à chaque fois ces matchs, qui était toujours en Coupe d'Europe. Tous les joueurs prêtés, heureusement on était quand même nombreux, une petite dizaine, on se retrouve à s'entraîner à part pendant 2 mois. Mon prêt qui avait été bon jusqu'au mois de mars, il aurait pu être vraiment excellent parce qu'on était 3e, à 1 point des 2e, à 2 points des premiers. Lens et Lorient. Le match, le week-end avant le Covid, on bat Lorient à domicile. Et donc, on avait nos chances de monter parce que les champions ne reprennent pas les deux. Et les 2 premiers ont été promus. Directement. Donc, je pense que si Ajaccio est promu et que je termine bien la saison, je peux revenir avec d'autres exigences à l'Olympiakos. Un autre statut. Je reviens à l'Olympiakos au mois de juillet, je fais mes 2 mois avec le noyau des prêtés. Ils terminent leur saison 1 semaine avant de commencer la saison suivante. Parce qu'on était déjà au mois de septembre, il fallait rattraper ce que tous les championnats européens ont fait. Il fallait rattraper l'été perdu, donc pas de préparation. Pas de préparation pour me mettre en valeur ou pour gagner ma place au sein de l'équipe. L'équipe fait le doublé et est éliminée en 8e de finale de l'Europa League. Donc ils ont un noyau ultra compétitif. J'arrive au mois de septembre, je rejoins les entraînements collectifs, ça se passe bien. Le mercato avait été étendu jusqu'au mois d'octobre. Et là, le coach veut me garder en tant que 3e attaquant. Donc je reste en tant que 3e attaquant dans ce noyau hyper qualitatif de l'Olympiakos. Honnêtement, j'étais... Ils ont toujours eu les... Ouais. Ils ont toujours pris les meilleurs Et joueurs, techniquement, par rapport à ce que j'avais connu, la Ligue 2 et puis toutes les années précédentes, c'était vraiment, vraiment élevé. Et donc, là, le résumé de cette saison-là, il est très rapide parce que je ne joue pas. Je crois que je fais une grosse dizaine de matchs, mais principalement des rentrées. J'ai un peu joué, dont 3/4 des matchs, c'était la coupe. Et donc, pour moi, ça a été un bon apprentissage, mais à aucun moment j'ai été proche d'être titulaire parce que les attaquants marquaient, l'équipe tournait, ils sont à nouveau... Ah non, voilà, tu vois, naturellement je dis « il » alors que je suis champion aussi. Est-ce que tu ne te sens pas concerné? Non, je me sens pas concerné par ce titre. Pour moi, je suis pas... Enfin, je l'oublie. Mais tu es champion quand même. Ah, mais j'ai joué, je pense, 4 matchs en championnat ou 5 matchs. Et j'ai un peu joué la coupe. Et je fais toute la coupe. Quart de finale, demi-finale, on se qualifie, finale, je suis en tribune. Et ils la perdent. Donc à la limite, si la finale, ils l'avaient gagnée... Et tu sais pourquoi tu es en tribune ou pas? Parce qu'il met son équipe la plus compétitive, il met celle du championnat, là où avant, le calendrier était tellement chargé qu'il faisait tourner. Et en arrivant en finale, l'attaquant numéro 1 titulaire, le 2e sur le banc, le 3e Comment tu ici. Le dis Comment tu le dis? Je comprends le coach. Je suis frustré, mais je mets... Et ça a été mon meilleur apprentissage à Olympiakos. Cette frustration de ne pas jouer, en tant que joueur, on pense toujours à soi-même. Et là, au fur et à mesure des mois, je me suis mis à la place du coach. Et je me suis dit, mais à sa place, je fais quoi? Tu mets un jeune de 21 ou 22 ans. Ah non, mais... Non, c'est... Tu mets ton jeune à la place de ton meilleur buteur en finale de coupe. Maintenant que tu es plus âgé, en fait, tu vois, des je ne fois, sais pas si tu vas dans le coaching après. Mais tu vois, j'ai eu l'UFAB récemment et en fait, des fois, je vois des décisions de coach, etc. Et toutes ces questions-là, ça me donne envie d'être coach. D'accord. En fait, je me dis, j'ai envie de voir les décisions que je vais prendre. Parce que des fois, tu ne comprends pas certaines décisions, tu vois.
Et alors tu te dis, mais. Et des fois, j'appelle même Michel Prudhomme, je lui dis, coach, explique-moi un peu, comment ça se fait que là, il prend. Tu vois, j'essaye d'essayer de comprendre, tu vois. D'accord. Et donc, des fois, j'ai envie d'être coach juste pour Rien que ça. pour ça. Et donc je le vis pas mal, je ne le vis pas bien non plus, mais j'accepte la situation. Et donc par contre là, si on avait gagné la coupe, j'aurais dit on. Ok. Parce que j'avais fait les tours précédents et j'avais mis 1 ou 2 buts en quart, je pense que c'était. Mais le titre de champion, non, pour moi je ne l'ai pas gagné. T'as quand même reçu une prime ou pas? Je pense, non, je suis même sûr que je ne l'ai pas reçu Ok. parce qu'elle n'est pas inscrite dans le contrat Ok. et que cet été-là, comme souvent en Grèce, il y a des retards de paiement et l'été, je suis transféré. Et donc ils n'allaient pas me donner une prime qui n'était pas inscrite dans le contrat Ok. Non, parce que pour un là- joueur qui partait. Parce que là j'allais dire, pour moi, si tu as reçu ta prime, Non, t'es champion. non, je ne l'ai pas eu. Ok, ouais. Euh, et donc voilà, mon aventure grecque s'arrête cet été-là, avec l'intérêt de Malines qui se concrétise. Et puis je suis revenu en Belgique et je pense que c'est un peu, à partir de maintenant, c'est plus les gens, enfin c'est le parcours que les gens connaissent. C'est une bonne saison à Malines, puis une bonne saison à Gand et le transfert en MLS. Mais avant ça, ouais, ça a été... On va faire une petite parenthèse, on va parler un peu des Diables Rouges. Est-ce que tu penses que tu méritais d'être sélectionné à un certain moment? Oui et non. Ok. Je méritais, oui. Ok. Est-ce que je méritais au détriment d'autres? Peut-être que non. Et là, j'ai le sélectionneur qui m'appelle au mois de septembre l'année dernière, je pense. Martinez, c'était Non, c'était Tedesco. Tedesco, ok. Mais j'ai jamais eu de contact avec Martinez. Parce que Martinez, Ok. c'était à Malines, ça je suis sûr. Mais je sais plus quand Tedesco reprend. En tout cas, mes premiers 6 mois à Gand, non. Et puis, je me souviens très bien que la première fois que j'ai regardé l'annonce d'une sélection, c'était au mois de juin, après ma saison à Gand. Avant ça, tu regardais J'étais pas. en vacances et j'ai regardé. Non, si, je la voyais sortir. Ouais, tu voyais sortir, mais Non, tu non. prenais pas attention. Et c'est vrai qu'après mon titre de meilleur buteur, celle-là, je l'ai regardée. Et puis après, je me suis dit, après coup, ben non, si j'avais été dedans, il m'aurait appelé Appelé avant. ouais. C'est là que tu réalises, voilà, c'est pas, je vais pas la prendre. Ou peut-être qu'il y en a qui la prennent comme ça, mais je me dis, je sais même plus quel choix il fait. Et peu importe, mais voilà, de toute façon, j'étais en vacances et il m'appelle fin août ou début septembre et il me dit que je fais partie des 4 attaquants de la liste pour le rassemblement de septembre. Et donc, il y a Lukaku, Openda et Michi. Et qu'il en prenait 3. Et puis la sélection sort quelques jours plus tard et je ne suis pas dedans. Le calcul est facile, je suis le 4e. Et c'est là où, est-ce que je méritais? Je pense oui, vis-à-vis de... par rapport à mes prestations. Mais est-ce que Michi ne méritait pas? Il méritait sûrement tout autant que moi, dans une situation et un contexte et une équipe, un championnat différent. Mais ça, le sélectionneur a fait son choix, il a choisi Michi comme 3e. Et par la suite, il a été rappelé. Moi, mes performances avant Chicago étaient moins bonnes. Et puis je crois que par la suite, même Michi n'était plus appelé et c'était plus que 2 attaquants de pointe. Donc mérité, oui, mais... Et t'as pas de regret par rapport à ça? C'est pas un regret, parce qu'il n'y a pas grand-chose que j'aurais pu faire pour changer la donne. Ok. Donc à partir de là, ça ne peut pas être un regret. Si ça avait été le cas, ça aurait été une immense fierté. Mais j'ai toujours dit, et c'est peut-être prétentieux, tu peux me contredire, j'ai pas envie de juste faire une apparition en sélection. Après oui, tu peux dire que tu as été Diable Rouge, mais si à l'époque j'avais été appelé, et je fais peut-être pas le même choix de carrière d'MLS après, mais je voulais que ce soit dans la continuité et essayer de faire ma place. C'est pas de la prétention, mais c'est de l'ambition. Ouais. Et puis il y a l'opportunité d'aller à Chicago qui se présente en hiver. Et là oui, Tu penses à l'équipe nationale Ouais. quand tu fais ce choix-là? Ouais. Tu te dis quoi? Je me dis que ça... D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est Christian. C'est Benteke. Je crois que ça confirme, même s'il a un profil différent du mien, il est plus âgé, il n'est pas dans... Voilà, tout est à remettre dans son contexte.
mais il termine meilleur buteur du championnat MLS. Et donc, je pense que c'est la preuve que le championnat MLS, d'extérieur, n'est pas vu comme aussi compétitif, à tort ou à raison. Il a ses qualités, il a ses défauts. Mais je sais qu'en faisant le choix de Chicago, je risque ou je perds la possibilité d'être appelé dans les mois qui suivent. Tu parles du championnat d'MLS, tu dis, voilà, peut-être de l'extérieur, certains le voient un peu, voilà, un peu bizarre ou pas très respecté. Il est bizarre. Ouais. Mais de l'intérieur, comment tu le vois et qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu peux nous dire en fait? La MLS a été créée il n'y a pas si longtemps, donc il y a que 28 ans, peut-être 27, peut-être 29. Et donc, ils se cherchent encore, je pense. Déjà, pour moi, une des grosses lacunes du championnat, c'est leur centre de formation. Quand on pense au Standard, c'est un centre de formation qui a été mis en place sur des dizaines d'années. Tous les grands clubs belges et européens ont un centre de formation qui sort des jeunes. Là où en MLS, ils cherchent encore. Parce que c'est le sport numéro 5, 5e sport du pays. Là où en Europe, partout dans le monde, c'est le numéro 1, presque. Les centres de formation ne sont pas développés comme ici. Et donc, ils ne sont pas capables de sortir des jeunes aussi souvent que ce que font les autres pays. Ce qui n'aide pas au développement pour moi du championnat. Et après, eux ont fait le choix. Et c'est pour ça que je dis, ils se cherchent encore parce que je pense que leur système, leur format du championnat de conférence, il y a 29 clubs, l'année prochaine il y en a 30. Tu ne peux pas jouer en aller-retour contre tout le monde, ça te fait 60 matchs de championnat. Donc, il y a les conférences, il y a le système de play-off, et puis alors il y a toutes leurs règles. Et ça, il faut refaire un podcast à part, je pense, si tu veux parler des règles MLS, sur la façon dont ils structurent leur noyau. Je ne sais pas si tu en as parlé avec Christian, mais tu as 3 joueurs désignés par équipe, qui on va dire sont les stars, catégorisés comme les stars, parce que aux États-Unis, tout, c'est du spectacle, c'est entertainment et tout ce qui va avec. Et donc, ils mettent 3 joueurs stars et un plafond salarial. Et le plafond salarial, quand tu mets quelqu'un qui gagne beaucoup, il faut compenser par quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup. Et c'est là où dans les noyaux, il y a beaucoup de différences qualitatives entre les joueurs. Mais le championnat, je pense que ça peut freiner le championnat par moment, mais ça te permet aussi d'attirer des joueurs que la Belgique ne peut pas attirer. Un attaquant comme Christian, pour continuer à parler de lui, vu qu'il est dans une conversation aussi, va même à ce stade-ci de cette carrière, alors qu'il a encore beaucoup apporté à certains clubs, ne va pas signer en Belgique. Ou en tout cas, c'est peu probable. Et puis on peut prendre l'exemple le plus marquant, c'est Messi. Tu as joué contre lui? Non, il était blessé les 2 matchs. Mais il y en a encore. Entre Messi et les joueurs qui sont dans le plafond salarial, il y a plein de joueurs qui ne finiraient jamais en Belgique. Alors oui, il y a le financier, mais il y a aussi le niveau de ces joueurs-là qui élève le niveau du championnat. Mais à côté de ça, il y a des joueurs qui sont sur le minimum salarial. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient toujours titulaires en D1 belge, ou je suis même sûr que non. Et c'est là où le championnat est étrange. On a beaucoup parlé de tes downs, maintenant on va parler un peu de tes ups. Parce que souvent... il y en a aussi. Donc, dis-nous un peu tes top 3 des ups, on va dire. Top 3. Dans l'ordre, je ne sais Si pas. t'en as Je vais les plus, dire. Je vais les dire aussi. et puis je vais voir s'il y a un top 3. Je vais reprendre dans l'ordre. Signé à l'Olympiakos. Signé à l'Olympiakos, ça a été... c'était le deal avec mes parents. C'était vraiment l'accomplissement d'un... En fait, tu as signé 2 deals en fait en faisant ça. Ouais. Mais je vais clôturer un et j'en entame un nouveau. Signé à l'Olympiakos, ça a été... Et malheureusement, je n'ai jamais réussi à m'y imposer. Ou en tout cas, j'ai fait le choix de revenir en Belgique pour continuer à évoluer et avoir du temps de jeu. Mais le club était... Honnêtement, j'ai un très très bon souvenir du club, de la vie. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est pas seulement mon transfert à Malines, mais c'est de jouer en D1 belge. Et c'est même pas spécialement le premier match avec Malines, mais au fur et à mesure de la saison, et à la fin de la saison, je dis ah ouais, j'ai joué ou je suis un joueur titulaire de D1 belge, parce qu'en tant que
qu'enfant, c'est d'abord, tu regardes Studio 1 Ouais, le dimanche soir, la tribune, et puis ça reste idyllique. Et puis de s'y retrouver sans être passé par un centre de formation, parce que je pense que pour toi, ça peut être différent quand tu es au Standard. Puis à Tottenham, avant ça, tu es déjà plongé dans cet univers et tu ambitionnes plus vite, et ce n'est qu'une suite logique. Ouais, Tandis que pour moi, ce n'était pas une suite logique. Ouais. Et le troisième, c'est le titre de meilleur buteur à Gand. Et ça vient un peu complémenter le deuxième up qui est de jouer en D1 belge. Mais au-delà de jouer, Confirmé. de confirmer Ouais. dans un club du top, Ouais. finir meilleur buteur. Et ça ne me ressemble pas de parler d'une récompense individuelle, parce que tout au long de la saison, c'était pas spécialement un objectif. Mais quand je l'ai eu, là, je me suis dit, ah oui, ok. Ouais, je suis quelqu'un. Pas je suis quelqu'un, mais... Pas chez quelqu'un, mais Je l'ai fait. je l'ai fait. Ok. Je l'ai fait. Ouais. Et le transfert en MLS est un gros up aussi. Parce que le fait de pouvoir allier expérience de vie à ambition sportive, pour moi, c'est beau. Ma femme a déménagé avec moi, évidemment. Ouais. On vient d'avoir notre fils. Et donc, c'est un peu l'aboutissement. Et il y a... Mais t'as encore du... Bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais quand on parle vraiment de up, tous les doutes que j'ai pu avoir au fur et à mesure des années, et Dieu sait qu'il y en a eu, avec ce transfert en MLS, déjà la fin à Gand, la fin quand je suis meilleur buteur de la première saison, ça se met en place. Mais le transfert en MLS est un aboutissement de qui je deviens en tant qu'homme. C'est plus le jeune joueur, parce qu'à Gand j'avais encore, L'étiquette de... pas l'étiquette parce que c'était un gros transfert de Malines, de moi comparé à d'autres joueurs qui ont été en équipe nationale, qui ont un gros vécu, Cum, Soulier d'Or, des joueurs confirmés de D1. Pour moi, je restais un jeune. Ouais. Et donc, finir meilleur buteur enchaîné par ce transfert, être marié, avoir un enfant, c'était vraiment un package total, quoi. Et en plus, quand tu arrives comme ça à MLS, on parlait entre guillemets des stars. Voilà, Tu j'arrive avec arrives un statut. Avec un statut, tu arrives en tant que... Et ça amplifie le sentiment Exactement. qui se crée au fond de moi. Que tous mes frères me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Que toutes mes sœurs me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Viens crier family energy, family, family energy. Family energy, family energy. En tant qu'homme maintenant, comment tu vois les choses? Tu es marié, tu as un petit garçon, tu viens d'avoir un petit garçon. Tu vois la vie comment maintenant? Autrement, hein? Oui, les priorités changent, mais les responsabilités aussi qui vont avec. Mais on avait eu l'occasion d'aller en MLS au milieu de ma première saison à Malines, en janvier de nouveau, et c'était pas le bon moment. Même club ou un autre? Un autre club, oui. Ok. Mais par contre, on s'était projeté sur l'idée d'un MLS. jour aller en MLS. Ok. Et pourquoi les MLS? Je sais pas, mais voilà, les États-Unis restent attirants. Ouais. Et puis là, Chicago est une magnifique ville. Et pouvoir d'abord déménager à deux, ce qui n'a pas toujours été le cas dans mes expériences précédentes, maintenant marié. Et puis, au moment du transfert, on savait déjà qu'on attendait un petit garçon. Et ta femme a accouché là-bas? ma femme a accouché là-bas. Et ça a été, ça s'est bien très passé? Très bien. Et donc là, il est que américain en fait. Il n'est même pas belge. Et parce que souvent, puisque les gens ne savent pas, mais quand tu accouches comme ça, il n'y a pas la famille. Donc vous étiez tout seul. Donc comment tu vis ça? Et madame surtout aussi. Ouais. Au final, elle, ça s'est très bien passé. Lui est né un gros mois prématurément. Ok. Donc on est resté un peu plus longtemps que prévu à l'hôpital. Ça a joué sur ma fin de saison. On n'était pas encore mathématiquement aligné des playoffs, mais ça n'a pas aidé. Donc j'ai raté les 3 derniers matchs à l'extérieur. C'est là où les priorités changent, fatalement. Mais au final, maintenant, tout va bien. Il est en pleine santé et c'est le plus important. Mais c'est vrai que du coup, tu dois jongler entre les deux. Et là, le timing avec la saison qui vient de se terminer et d'avoir
une off-season qui est un peu plus longue, Ouais. ça va faire du bien. Mais oui, c'est d'avoir cette expérience à l'étranger, dans une belle ville, et vivre des choses qu'on peut seulement vivre grâce au foot. Et c'est ça qui rend, à ce stade-ci de ma carrière, qui rend l'expérience plus belle. C'est non seulement de ne pas être seul, mais de créer une famille et puis de le faire dans une ville mondiale. La seule petite chose, c'est qu'on est loin des proches, même s'ils peuvent venir aussi souvent qu'ils veulent, mais au quotidien, c'est pas... T'as beaucoup de la visite ou pas? Oui, on a de la chance avec Bruxelles, il y a des vols directs tous les jours, Ok. donc c'est facile. Mais voilà, pour ça, l'expérience, elle est magnifique. En parlant d'humain, il y a quelque chose qui m'a frappé chez toi un jour. J'ai lu que tu avais un rêve, c'est de faire une académie au Congo. Explique-nous un peu ce lien avec le Congo. Pourquoi le Congo? Donc c'est pas un rêve. Ok, La question était, parce que je m'en souviens très bien, si j'avais 200 millions d'euros, ok, qu'est-ce que j'en ferais? ok. Et c'est là où j'ai allié un peu ce que j'ai vu ou vécu au Congo avec ma passion pour le foot. Et c'est comme ça que l'idée d'une académie m'est venue. Après, c'est pas un rêve. Ok. Il n'y a rien de concret, Oui, mais oui, c'était oui, ma oui, réponse ok, à la question qui était Ok. assez précise. Mais quand mes parents ont divorcé en 2004, 2003, ils ont peut-être me corriger. Mon père a eu l'opportunité d'aller travailler à Kinshasa. Et donc de 2004 à 2016, parce qu'il y est toujours, mais depuis, moi je ne vis plus à la maison et la situation familiale est différente. Mais non seulement mes parents se sont remariés ensemble, Ça, c'est. Franchement, ouais, mais donc au départ on y allait juste avec ma sœur et ma grand-mère, puis mes cousins sont venus, puis quand mes parents se sont remariés, ma mère venait avec, et donc chaque année on avait nos vacances annuelles, 2 semaines à Kinshasa. Soit l'hiver pendant Noël, la période de Noël puisqu'il y avait l'école, soit à Pâques avec les congés scolaires aussi. Et donc dès l'âge de, si on prend 2004, de 7 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai eu cette réalité qui est complètement différente entre ce qu'on connaît ici en Europe, et là je ne parle même pas d'un point de vue footballistique, mais humain, à la réalité qui est celle d'un pays africain malheureusement. Et dès l'âge de 7 ans, ça marque. Je me souviendrai toujours de la première fois où tu quittes l'aéroport sur place, même à 7 ans, alors qu'à 7 ans, on ne se rend pas compte de ce qu'est le monde. C'est un choc culturel qu'on ne peut même pas expliquer. Enfin, tu le connais, mais tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un qui n'y a pas été dans un pays qui est sous-développé. Et ce choc culturel, tu t'en inspires ou tu le gardes, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance qu'on a ici en Europe. Et tu dirais que le fait d'avoir été au Congo plusieurs fois, ça t'a aidé en tant qu'humain et dans ta carrière et dans ta vie de tous les jours? En tant qu'humain, c'est sûr et certain. Dès le plus jeune âge, ça t'apporte une forme d'humilité et surtout l'idée un peu matérialiste qu'on a ici, eux ne l'ont pas. Eux ne l'ont pas, eux ils sont... Enfin je dis eux, je généralise un peu, mais il y a une grosse partie de la population qui est en mode survie, là où nous on est toujours projeté vers le futur. Et c'est une leçon de vie que tu peux vraiment qu'apprendre en le vivant aussi intensément. Mais c'est fou de voir qu'avec si peu de moyens, des gens peuvent être aussi aimables, gentils, accueillants, alors que chez nous, on a tendance à être très froid envers des inconnus. Et là, il y a cette ouverture qui est vraiment chaleureuse. Ok. Pour terminer, donc imagine, il y a un gamin de Serein, 8 ans, il s'appelle Hugo. Qu'est-ce que tu dirais à ce gamin-là? Principalement de garder le plaisir, même si je pense ça, je l'ai gardé jusqu'au moment où je rentre dans le monde professionnel.
Enfin, à 100%, je veux dire, Ouais. je l'ai encore, mais je sais pas comment c'est pour toi, Ouais. mais il s'évapore par moment parce qu'on rentre, on C'est le switch, business. on switch entre le business et, et la notion plaisir par moment s'atténue un peu. Donc plaisir. Et après, si je dois vraiment me focaliser sur moi, parce que c'est pas le cas de tous les jeunes, c'est d'être moins dur envers moi-même. J'ai toujours eu et j'ai encore maintenant une exigence envers moi-même qui parfois peut être un peu extrême. C'est seulement ces dernières années que je commence C'est quoi à m'en cette rendre exigence? compte. Donne-nous un peu. Jamais être satisfait dans l'entraînement ou un match. Marquer 3 occasions sur 4 ou 2 sur 3, ben, j'ai pas marqué la troisième ou ce genre de réflexion. Ou même quand je marque ou que j'en marque 2, c'est le déchet technique que j'ai eu pendant le match. C'est chercher la perfection mais qui n'est pas atteignable. Et donc c'est quand même réussir à profiter ou à être fier de ce qui a été accompli. Et c'est vrai que c'est en partageant maintenant comme ça un peu le parcours, je m'en rends plus compte qu'au quotidien, tu es un peu noyé dans l'ambition que tu peux avoir en tant que joueur. Et tu dis que bon, ces dernières années, tu as un peu relâché. Qu'est-ce qui a fait que tu as un peu Je ne relâché? suis pas relâché. Ok. J'ai Relativisé? relativisé et accepté que la perfection n'était pas atteignable. Ok. Donc c'est là où je suis toujours exigeant envers moi-même, parfois encore trop dur, là où avant, j'étais que trop dur avec moi-même. Ok. Mais d'un autre côté, parce que si je dois donner un conseil à un jeune, mais ce n'était pas mon cas à l'époque, il faut avoir cette exigence-là, sinon on n'atteint pas le haut niveau et même en l'ayant, on n'est pas sûr de devenir professionnel. Donc j'ai eu la chance d'être professionnel grâce, je pense, à cette exigence. Mais une fois professionnel, c'est quand même de garder cette notion de plaisir en restant exigeant, mais quand même en n'étant pas si dur envers soi-même. Bah, on va un peu parler, allez, tu n'y es pas encore, l'après-carrière, mais j'ai vu que tu préparais un peu l'après-carrière, notamment avec Stéphane, Big Up, de UFA. Explique-nous un peu ce que tu as fait, cette formation. J'ai, par Ricardo Fati justement, Ok, t'as joué avec, j'ai toi joué. Très, très. qui avait fait une formation, enfin j'avais vu qu'il avait fait une formation à l'UFA et je cherchais une formation, pas n'importe laquelle, mais une formation concrète dans le football, Ouais. pas dans le coaching, mais vraiment basée foot, Ouais. pour occuper un peu plus mes après-midi. Vu que ma femme travaillait en Belgique et qu'après l'entraînement, jusqu'à ce qu'elle termine, j'avais un peu de temps libre. Et donc je suis tombé sur cette formation de football management avec l'UFA qui englobe un peu comment ce club est structuré au-delà du sportif. Donc en gros, tu as la partie sportive, la partie business, et c'est vraiment tout ce qui rentre en compte pour la partie business. Et c'était vraiment intéressant. Et c'est pas que, si, je prépare l'après-carrière sans pouvoir, avec certitude, pouvoir dire que je veux être dans le foot business. Mais c'est juste avoir un peu plus de connaissances et d'aptitudes au cas où, après ma carrière, je vais me lancer là-dedans. Ok. Et donc, entre 5 et 10 ans, tu te vois où? J'espère encore jouer pas mal de temps. Mais l'après-carrière, ce sera, j'espère, ou en tout cas je pense dans le foot, mais je ne me vois pas coach. Ok. Ça peut changer. Ouais. Mais pour l'instant, je ne me vois absolument pas coach. Et c'est pour ça que cette formation un peu aide à structurer mes idées tout doucement par rapport à l'après-carrière, parce que je veux soit transmettre, soit continuer à me développer dans mes connaissances footballistiques, dans un côté du business qu'on ne connaît pas en tant que joueur, même si on en souffre souvent, côté transfert, et on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, et je ne me vois pas sortir du football. J'aime trop le foot que pour faire quelque chose qui est complètement différent. Merci pour ton intervention. Franchement, c'était top d'écouter ton parcours et j'espère que ça va encourager beaucoup. Sûrement, ça va encourager. Et comme on l'a dit, il n'y a pas qu'un chemin peut y arriver. Et il y a plusieurs chemins. Et je suis vraiment très impressionné. Je te remercie.